La team, est-ce que tu as remarqué que depuis le début d'année, le secteur tech des big caps américains est particulièrement bullish avec Apple qui fait un plus 3,19% depuis le 1er janvier, Amazon est son plus 3,61%, Google est un joli plus 6,03%, Meta avec une performance magnifique de plus 10,73% et Nvidia qui a une performance littéralement stratosphérique de plus 23,51% et ce en moins d'un mois. Mais qu'est-ce qui se passe globalement sur le secteur technologique? Je le rappelle, le Nasdaq a fait plus de 40% de performance en 2023. Est-ce que c'est reparti pour un tour en 2024? Eh bien, je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Mais avant de commencer, toujours pareil, c'est pas parce que je te présente ces actions qu'il faut que tu les achètes. Fais bien ta petite analyse de ton côté. Et puis, si jamais tu aimes ce genre de contenu et que tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous êtes encore très nombreux, plus de 70%, à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Tu peux également nous rejoindre sur le Discord communautaire, on est un peu plus d'une centaine, on échange régulièrement sur le domaine de l'investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la technologie? Est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver dans une bulle? Eh bien, on va tout simplement regarder et passer les différentes boîtes au screener. On va commencer par Apple et je vais faire un tour rapide parce que sinon cette vidéo va prendre 3 plombes. Apple, je te présente plus la société, mais Apple c'est 2900 milliards de capitalisation, c'est énorme, on va pas se mentir. Les scores sont tout simplement parfaits, un Piotrowski F-score à 9 sur 9, un Benchmark M-score à moins 2,5, je le rappelle c'est un score qui permet de vérifier la fiabilité de la comptabilité, qui n'est pas de manipulation comptable, un slow and ratio à 0 pile, ce qui est absolument au top. Les 3 ratios sont au top, il n'y a rien à dire. L'évolution du cours sur les 5 dernières années, eh bien, ça ne trompe pas. Voilà, le cours fait que augmenter. Apple engrange des milliards d'euros et ça se voit sur son cours. L'étude de valorisation nous montre eh bien, que par la méthode du discounted cash flow, on est légèrement surévalué de 25%, mais la méthode de leverage développée au sein du logiciel nous donne une sous-valorisation de plus de 50%. Donc, à prendre avec des pincettes, on a un price earning à 30, on a un price to sales à 7,50, un price earning growth à 2,23, ce qui est plutôt pas mal, un price to book assez élevé à 46. Donc, sans surprise, hein, des ratios d'entreprise qui sont relativement élevés, mais c'est pas très grave parce que la suite est plutôt incroyable. Au niveau de l'étude de croissance, on a une croissance régulière du chiffre d'affaires de plus 7,6% moyenné sur les 5 dernières années. Le résultat net, quant à lui, est à plus 10%. On est vraiment très très bien. On a une très bonne marge brute de plus de 40%, une marge d'exploitation à 27%, une marge nette à 23%. Là-dessus, Apple, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est une boîte qui vraiment est incroyable. Au niveau des CAPEX, on est à 16%, VBA sur résultat brut 16%, CAPEX sur résultat net plus 13%. Il n'y a pas de problème. Là où ça devient complètement débile sur cette boîte dans le sens positif, hein, c'est au niveau des rentabilités. On a en moyenne plus 130% de return on equity sur les 5 dernières années. Donc là, je te fais pas le dessin, c'est absolument monstrueux. On a un rendement des capitaux engagés de plus de 44% moyenné sur les 5 dernières années avec un plus 55% en 2023. C'est tout simplement énorme, il n'y a pas d'autre mot. On fait un point rapide sur le bilan, mais globalement, actifs long terme, on est sur 60% et on a 40% d'actifs court terme. Au niveau des capitaux propres, on est quasiment sur 20% par rapport aux passifs long terme et court terme qui globalement sont équivalents. Et concernant l'évolution de la dette depuis globalement 5 ans, eh bien, on peut voir qu'on a quand même pas mal de dettes long terme, c'est la barre en rouge, avec en 2023 encore 95 milliards de dettes long terme, mais on a 62 milliards de capitaux propres et on a également 96 milliards de résultats nets. Donc globalement, on voit bien que le résultat net équivaut à la dette long terme. On a 2-3 ventes d'initiés sur le cours d'Apple au cours des dernières années et un dividende de 0,52% en même temps. La société est en croissance, donc Apple, voilà, ça fait honnêtement, ça fait pas rire. Les performances sont énormes. Que dit Amazon? Eh bien, Amazon, c'est 1597 milliards de dollars de capitalisation. On a des ratios qui sont un peu moins bons. Piotrowski à 6, Benchmark M-score qui est pas mal à moins 1,8, le slow and ratio qui est parfait, qui est à 0. Le cours est un peu différent de celui d'Apple puisque, eh bien, on est sur un cours qui globalement oscille et qui latéralise. Il n'y a pas vraiment de tendance haussière, en tout cas sur les 5 dernières années. On a une légère surévaluation au niveau de la méthode de valorisation du discounted cash flow.
qui nous donne quand même 145% de plus, toujours pareil, à prendre avec des pincettes. Là, au niveau des ratios d'entreprise, par contre, ça plaisante pas, ils sont vraiment très hauts, je trouve. 80 de price earning, 94 de price cash flow. On a un price earning gross à 2,51, price to book à 8,73. Donc les ratios sont relativement élevés, alors que la boîte se porte moins bien que Apple, on va pas se mentir. On a une bonne croissance du chiffre d'affaires de plus de 20% moyennée sur les 5 dernières années. Une marge brute qui est plutôt propre à plus 41,5%. Marge d'exploitation un peu plus faible qu'Apple à plus 4,8%. On va passer tout ce qui est CAPEX, etc. Et au niveau des rentabilités, eh bien, on est quand même sur plus 17,4% de return on equity. Mais le rendement du capital engagé, lui, est de seulement 9,7%, là où Apple, on était à 40% plus, je te le rappelle. Après, quand on regarde l'évolution de la dette, eh bien, ce qui pose problème pour moi sur Amazon, c'est qu'on a une société qui a fait un résultat net négatif de moins 2,7 milliards en 2022 d'après le screener. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de capitaux propres et il y a pas mal de ventes d'actions via les initiés comme tu peux le voir sur cette courbe là. Donc c'est pas forcément très bon signe, c'est peut-être qu'ils estiment que la boîte est un petit peu survalorisée. Pour ce qui est de Google, eh bien Google c'est une boîte que j'affectionne particulièrement, j'adore leurs services et produits et en même temps je suis sur YouTube. Capitalisation 2414 milliards de dollars, donc on est sur quelque chose de très massif. Des scores qui sont vraiment bien, Piotrowski score à 7 sur 9, Buy-Shem score à moins 2,4, le Sloan ratio qui est parfait. On a un cours qui globalement fait un peu le yo-yo entre 25 $, 26 $ l'action et un 14, 15 $ au plus bas qu'on a touché en 2022. Ça se reprend un petit peu. Au niveau de la valorisation, on est légèrement sous-valorisé sur la méthode du DCF de 7,2%. On a des ratios d'entreprise qui sont assez hauts, mais pas non plus totalement délirants comme je trouve que c'est sur Amazon. Un PER à 25, un price cash flow à 22, on a un price to sales à 5,97, un 6,29 sur le price to book, 1,70 sur le price earning gross, l'IV sur l'EBITDA à 18,19%. On a par contre une croissance très bonne au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net pour Google. 20% de moyenne sur les 5 dernières années sur le CA. Le résultat net augmente de 36,5% en moyenne. Il y a une très grosse marge brute, comme tu peux le voir, de plus de 55%. La marge d'exploitation, 24%. Marge nette, 23%. On est sur des chiffres qui se rapprochent un peu plus de ce que peut proposer Apple. Au niveau des rentabilités, un return on equity de 21,2% moyenné sur les 5 dernières années. Un rendement des capitaux engagés de 20%, à peu près 19,2%. Donc là, il n'y a pas de souci. La boîte est vraiment OK. On voit que là, il y a beaucoup de capitaux propres. Il n'y a pas beaucoup de passifs long terme et court terme. La boîte est en constante progression, sauf depuis 2022, légère baisse. Mais globalement, on est sur 60 milliards de dollars de résultats nets. On a 250 milliards de dollars de capitaux propres. C'est monstrueux. Aucune vente ni achat de la part des initiés. Et c'est une boîte qui reverse pas de dividendes. Maintenant, autour de Meta, alias Facebook, on a une capitalisation de 946 milliards de dollars. Donc, on se rapproche des 1000 milliards de dollars, qui est un palier, selon moi. Des scores qui sont pas trop mal. C'est pas non plus excellent, mais c'est pas trop mal. Piotrowski score à 6 sur 9. Buy-Shem score à moins 2,5. Sloan ratio qui est plutôt propre. Le cours se reprend très bien depuis globalement un plus bas qui a été en novembre 2022. Là, il n'y a pas de doute, hein, on est passé de 80, un peu moins de 100 $ l'action, on est déjà à 374 $ l'action, donc ça remonte très fortement. L'étude de valorisation nous donne une boîte qui est légèrement sous-valorisée par la méthode du discounted cash flow. Donc toujours pareil, hein, tu feras après ton analyse de ton côté. Au niveau des ratios d'entreprise, un price earning à 32, un price cash flow à 25, un price earning gross très bon à 0,85. Donc les ratios sont plutôt propres, ne sont pas non plus stratosphériques. La croissance moyenne du chiffre d'affaires en est à plus 23% sur les 5 dernières années, plus 7,8% de la croissance du résultat net, donc c'est plutôt OK. Une très grosse marge brute de plus 81% sur 5 ans, une marge d'exploitation de plus 36% et une marge nette de plus 30,6%.
honnêtement, Meta a des super grosses marges. Le screener le montre. Pareil au niveau des capex et de la recherche et développement, on est vraiment très haut. L'évolution de la rentabilité nous donne plus 23% de return on equity sur les 5 dernières années. On a un rendement des capitaux engagés de plus 24%, donc là aussi on est relativement bon. Il y a énormément de capitaux propres par rapport au passif. Il y a beaucoup d'actifs long terme sur actifs court terme. On a un current ratio qui est très bon de plus 2,57 et globalement l'évolution de la dette depuis 5 ans est très bonne puisqu'on peut le voir tout de suite. Ce qui va frapper, c'est les capitaux propres qui sont astronomiques. 125 milliards de dollars en 2022 avec une dette long terme de 25 milliards et un résultat net de 24 milliards. Il y a beaucoup de ventes au niveau des initiés de la boîte avec un très gros volume de vente à ce niveau-là depuis globalement 2023. Est-ce qu'ils estiment que le secteur est en surchauffe ou que Meta est survalorisé? Peut-être, quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de gens qui se débarrassent de leurs actions. Et on va terminer par Nvidia, qui est globalement the boîte en ce moment, la boîte tech qui performe et qui surperforme toutes les autres. Donc Nvidia, c'est 1392 milliards de capitalisation au moment où je te fais cette vidéo. C'est des scores qui sont tout bonnement excellents. Piotrowski F-score à 8 sur 9, Baynish M-score à moins 2,3, Sloan ratio qui est parfait. Le cours explose littéralement puisque en 2019 on était à 40 $ l'action et là on a atteint un plus haut à quasiment 600 $ l'action. C'est plus de x10, c'est 1400% de performance. Alors après, voilà, l'étude de valorisation nous dit que on est en surchauffe sur Nvidia et que l'action est très largement surévaluée de plus de 500%. Donc va falloir faire attention. On a des price earnings qui sont extrêmement hauts à 74, un price cash flow à 79, un price to sales 31. Il y a le price earning gross qui est pas mal à 0,57, mais globalement on a quand même des ratios d'entreprises qui sont extrêmement élevés, donc il faudra faire attention. L'étude de la croissance nous donne une croissance du chiffre d'affaires de plus 22,7% sur les 5 dernières années, plus 7,5% de la croissance du résultat net. On a une très grosse marge brute de 61,7% moyennée sur les 5 dernières années, 27,7% de marge d'exploitation, 27,9% de marge nette, ce qui est absolument énorme. Et pareil, au niveau des rentabilités des capitaux, on est à plus 30% sur les 5 dernières années pour le return on equity, plus 20% avec une pointe à 45% annuel sur le rendement des capitaux investis. Donc bon, il n'y a pas de doute, hein, Nvidia, c'est une bonne société. Peut-être qu'elle est surévaluée, mais ça n'en reste pas moins une bonne société. Il faut faire quand même attention selon moi. On a autant d'actifs court terme que d'actifs long terme. Beaucoup de capitaux propres, un peu plus de 50% de capitaux propres par rapport aux passifs long terme et court terme. Le current ratio est très bon et globalement, voilà, on a de la trésor, il n'y a pas de souci, 25 milliards de dollars de trésor. On a des résultats nets, un résultat net qui est légèrement moins important qu'en 2022 puisqu'on est à 4,3 milliards de résultats nets. On était à 9,7 milliards en 2022. Au niveau de l'étude du management, on peut voir qu'il y a quelques ventes d'actions de la part des initiés. Toujours pareil, il y a certains cours où il y a des actions qui sont revendues. Après, je le rappelle, Nvidia est très bien positionné sur les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que depuis quelques mois, années maintenant, l'action fait que d'exploser. Où est-ce que ça va monter? On ne sait pas trop. Alors concrètement, maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je te dirais que à titre personnel, je suis particulièrement confiant sur le secteur technologique. Alors peut-être qu'il va y avoir une correction en 2024 et que les marchés vont peut-être perdre un petit peu en valeur. Quoi qu'il en soit, les grosses sociétés, que ce soit Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, etc., je suis particulièrement confiant. J'ai d'ailleurs, à titre perso, commencé à me faire une liste de sociétés que j'aimerais bien posséder en portefeuille. J'ai fait ça directement sur le screener et tu vois que j'avais mis globalement Alibaba, Alphabet, donc Google, Amazon, Apple, Caterpillar, Microsoft, Nvidia, du Tesla, etc. Et en réalité, je me suis dit, pourquoi pas directement acheter un ETF du Nasdaq 100 capitalisant. Ça m'éviterait d'avoir à sélectionner chaque boîte. Et puis, au moins comme ça, je lisse un petit peu mon risque en ayant d'autres sociétés en portefeuille.
au cas où qu'il y ait quand même un crack sévère sur la partie tech. Donc j'ai décidé d'inclure directement cet ETF dans mon portefeuille afin de le coupler avec du S&P 500 et ça me permet tout simplement de renforcer, de pondérer un peu plus fortement la partie technologique. Donc ça, ce n'est que mon avis personnel. Moi, je pense que dans les 10 prochaines années, avec l'intelligence artificielle qui va se développer, etc., le secteur tech pour moi est très loin d'être fini. Il y a peut-être, comme je te l'ai dit, une surchauffe et il y aura peut-être et certainement même une correction à un moment donné. Mais pour moi, la tendance de fond est toujours haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus, en tout cas dans mon esprit. Maintenant, tu me diras toi en commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renforcer régulièrement mon ETF. Et puis, je verrai bien ce que ça donne. Dans tous les cas, moi, je suis placé long terme, voire ultra long terme. Je n'ai pas du tout pour but de revendre mes actions dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vraiment, j'investis sur le très long terme, donc ça ne me pose aucun problème. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et puis, moi, je te laisse avec un guide bourse complet. Si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras également accéder à mes programmes d'initiation en investissement que tu retrouves directement dans la description de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut.